Bon, et bien donc, bonjour à tous à nouveau. Bienvenue au huitième séminaire virtuel de l'Observatoire, qui est aussi séminaire de l'USN. Et donc, on accueille Thomas Widman, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Saclay UVSQ à Versailles et chercheur au LESIA, qui va nous parler de Vénus avec une conférence dont le titre est donc sur l'écran, Envision, pourquoi Vénus, la plus proche voisine de la Terre, est-elle si différente? Thomas, je te passe la parole. Merci beaucoup Philippe, merci de m'avoir invité et merci à tous d'être là pour écouter cette présentation. Donc, la question effectivement qui est posée par la proposition de mission Envision à l'ESA que nous portons avec d'autres collègues européens, c'est de retourner sur cette planète dont l'exploration spatiale est tout de même relativement euh, peu nombreuses en comparaison avec les missions spatiales vers d'autres planètes proches de nous, en particulier la planète Mars. Et on va s'apercevoir dans cette présentation qu'il y a encore énormément de choses à connaître sur cette planète, des choses aussi basiques que l'âge de la surface ou que l'histoire de l'eau euh, sur cette planète. Donc, si après cette conférence, vous êtes tous convaincus que c'est intéressant et que Vénus est un objet d'intérêt supérieur pour l'exploration spatiale, c'est un petit peu le but. Donc, je sais que je m'adresse à des non-planétologues, à des astronomes galactiques ou extragalactiques même. Et donc, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment encore utile d'explorer le système solaire aussi proche. Et on va voir que c'est même fondamental pour comprendre la diversité des planètes de type terrestre, euh, qui est actuellement, comme vous le savez, un des grands sujets de l'astrophysique contemporaine. Donc, je vais revenir quelques minutes sur l'histoire de l'exploration de Vénus et de l'observation de Vénus, même à l'Observatoire de Paris, puisque c'est une longue histoire de plus de 350 ans, la planète étant très proche de la Terre, comme vous le savez. Elle a suscité également les tout débuts de l'exploration spatiale, et on reviendra bien sûr sur le projet scientifique d'Envision, où l'Observatoire de Paris est assez impliqué de manière assez significative, et sur la suite instrumentale de cette proposition de mission spatiale à l'Agence spatiale européenne. Les principales raisons d'observer Vénus au début de l'histoire de l'Observatoire de Paris sont été les passages de Vénus devant le Soleil, qui avaient un rôle fondamental, croyait-on encore donc au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, pour la mesure de l'unité astronomique, qui, comme vous le savez, est la base de la parallaxe et donc de l'arpentage et de la mesure des distances stellaires. Et donc, ces campagnes ont été organisées de façon extrêmement douloureuse et laborieuse au cours des siècles XVIIIe et XIXe. Il y a eu des décès, il y a eu des collègues qui ont été donc malmenés par ces expéditions. Voici en particulier une expédition en 1769 en Californie où Chappe d'Autroche de l'Académie royale des sciences n'est pas revenu, mais c'est Cassini, le troisième, qui a fait le, le quatrième, je pense, qui a fait le récit de son voyage, qui a d'ailleurs permis d'observer également l'atmosphère de Vénus, le phénomène lumineux qui apparaît juste avant le passage de Vénus devant le Soleil a été attribué dès le XVIIIe siècle à une atmosphère. C'est donc en fait la première atmosphère qu'on n'a jamais détectée ailleurs que la Terre dans l'histoire des sciences. Alors au 19e, avec la photographie, avec évidemment les moyens beaucoup plus modernes de la fin du 19e siècle, il y a eu des expéditions organisées par l'Observatoire, en particulier celle de l'amiral Mouchez à l'île de Saint-Paul, que vous voyez ici en photographie. Mouchez qui est devenu le directeur de l'Observatoire quelques années plus tard, après le Verrier. Et ce sont donc des campagnes importantes. Janssen lui-même a conçu un nouvel appareil qui s'appelait le revolver photographique, qui est un peu on va dire, à l'origine de l'invention de la caméra du cinématographe. D'ailleurs, Janssen, à la fin de sa vie, s'était intéressé à ces progrès techniques. Il faisait partie de la société française de cinématographes des Frères Lumière à Lyon, etc. Et il y a un très, très bon article de Françoise Launay et de Peter Ingley sur cette histoire et ce rôle de Janssen dans l'invention de cette photographie rapide, puisqu'il s'agissait, comme vous le savez peut-être pour le passage de Vénus, de capturer l'instant précis où Vénus rentre et sort du disque solaire afin de déterminer la parallaxe de Vénus et donc la distance euh, relative entre le Soleil et Vénus et donc la longueur de l'unité astronomique. Vénus a été aussi la première mission spatiale jamais lancée au-delà du système Terre-Lune. C'était la première mission interplanétaire. Alors, c'est un échec.
Ah, il y a eu une interruption. Thomas, ton micro est coupé. Voilà, et je reprends. Donc, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais en tout cas, Quand tu as dit c'est un échec. si c'était un échec, C'est un échec. c'était une excellente Voilà, il faut que tu image, puisque repartages ton écran. la sonde a été perdue de la même façon que nous avons perdu l'image quelques semaines après le lancement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été la première destination des voyages interplanétaires. Il faut que Avant tu même repartages ton écran, Thomas. On voit toujours pas mon écran? Non. D'accord, je partage. Merci. Partagez l'écran en bas. Voilà, ça y est. C'est bon, hein, voilà, vous le Oui, voyez. c'est bon. Alors, les premières images du sol de Vénus sont venues beaucoup plus tardivement, dans les années 80, donc il y a une cinquantaine d'années, disons, une quarantaine d'années. Et elles ont montré, ce sont également des sondes russes, elles ont montré un sol extrêmement peu rugueux, des plaques de roches un peu lisses comme ceci, c'est-à-dire très différentes du régolithe lunaire qu'on a l'habitude de voir sur les images de la Lune, c'est-à-dire probablement du fait de l'épaisseur de l'atmosphère, il y a moins de martèlement de la surface par des micrométéorites en permanence. C'est comme ça qu'on interprète cette apparente caractère lisse du basalte sur Vénus. Toujours est-il qu'il est très difficile d'explorer ces planètes, comme vous le savez, puisque la température au sol est de l'ordre de 460 degrés, jour et nuit. Et donc, la pression au sol est de 93 fois la pression atmosphérique terrestre. Il est donc très difficile de maintenir des instruments en fonctionnement à cette température et à ce niveau de pression. Toujours est-il que depuis le début des années 80, on n'a plus jamais lancé de sonde spatiale vers Vénus. La dernière à entrer dans l'atmosphère de Vénus, c'est en 1985, donc il y a 35 ans. C'est la mission Vega, qui est une double mission qui est descendue du côté nuit et qui a sondé la basse atmosphère de Vénus, mais qui a également déployé 2 ballons stratosphériques, les seuls à ce jour jamais déployés dans une autre planète que la Terre, de conception française, mais de fabrication soviétique à l'époque, déployés et qui ont circulé dans la haute atmosphère de Vénus. Il faut savoir que autant la température est absolument rédhibitoire pour toute instrumentation scientifique, en tout cas jusqu'à présent, même si on travaille à développer des nouveaux matériaux et des nouvelles mémoires, des nouvelles manières de transmettre les données au sol. Il y a quelques projets à la NASA dont je ne parlerai pas aujourd'hui. En revanche, à l'altitude des nuages, la pression et la température sont relativement tempérées, disons, conformes à peu près aux conditions terrestres normales, c'est-à-dire une pression d'une atmosphère et une température de 15 degrés environ. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine intérêt de certains scientifiques de savoir si dans les nuages de Vénus, qui s'étendent entre 50 et 70 km d'altitude tout autour de la planète, il n'y aurait pas des conditions favorables à certaines formes de vie microscopique ou de vie microbienne. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, sauf si vous avez des questions, évidemment. Donc, les résultats principaux que l'on a sur Vénus sont quand même extrêmement parcellaires. Il se trouve que la seule couverture globale de la planète satisfaisante remonte donc, à la fin des années 80. C'est un radar donc en orbite autour de la planète, de conception américaine, qui a cartographié l'ensemble de la surface, mais avec une résolution tout de même de la technologie de l'époque, donc il y a plus de 40 ans, de cette technologie radar, avec une résolution spatiale de 100 à 200 mètres au sol et une résolution verticale d'une centaine de mètres environ, c'est-à-dire on voit les grands ensembles, mais on a quand même une assez mauvaise définition spatiale. Ce qu'on a pu tout de même observer, c'est compter le nombre de cratères d'impact. Il y a environ 930 cratères d'impact sur Vénus, et on espérait, comme on le fait sur d'autres surfaces planétaires, comme Mars, la Lune ou les satellites de Jupiter ou autres, grâce à cette distribution des cratères d'impact, d'avoir une certaine chronologie des différents ensembles de la croûte de Vénus. Vous savez que plus les surfaces planétaires sont anciennes, plus on voit un large spectre de diamètre de cratères d'impact, puisque les impacts sont supposés avec beaucoup plus d'énergie dans les premiers instants de l'histoire du système solaire que dans les instants les plus récents. Et malheureusement, on n'a pas trouvé de larges cratères d'impact. Il y a une distribution à peu près non discernable du hasard ou de la distribution
donc sans random, comme on dit en américain, c'est-à-dire totalement au hasard des différents cratères d'impact. Il ne semble pas y avoir de zones plus anciennes que d'autres de ce point de vue. Par ailleurs, il n'y a que des impacts de petite taille, ce qui pourrait tendre à faire penser que la surface est relativement jeune par rapport à des surfaces planétaires plus anciennes comme la Lune ou comme Mars, ce qui est assez contradictoire avec l'apparente absence d'activité sur Vénus. Alors, vous avez ici deux images en bas qui montrent quelques événements dont on a peu d'informations autres que cette imagerie radar, des cratères volcaniques d'origine, donc des épanchements basaltiques en provenance d'édifices volcaniques, mais qui sont relativement mal contraints, et surtout dont l'organisation géologique est très mal comprise. On ne sait pas s'ils ont émergé d'une plaine préexistante ou si la plaine est causée par l'écoulement radar. On manque en fait de manière excessive d'informations de base pour permettre une géologie planétaire comme on en fait sur d'autres planètes. Donc, ces cratères sont de petites, là vous voyez l'effet de la résolution quand même relativement marginale de Magellan. Donc, environ 900 cratères qui semblent tous d'âge récent et ayant en quelque sorte leur signature sur une surface basaltique, mais toutefois, on se demande s'il n'y a pas d'autres ensembles un petit peu plus granitiques, c'est-à-dire correspondant plus au continent terrestre plutôt qu'au fond des océans, on va dire, du point de vue de la géologie de la croûte. En particulier, ces régions détectées par Magellan, mais encore une fois à 100 à 200 ou 300 mètres parfois de résolution spatiale, donc c'est quand même relativement sous-contraint par les modèles géologiques, de régions déformées, plissées, qui pourraient être des ensembles crustaux, c'est-à-dire des roches formées non pas dans un écoulement volcanique, mais plutôt dans un milieu ce qu'on appelle volatile rich en anglais, c'est-à-dire en présence de volatiles tels que l'eau, dans un manteau ou dans des conditions de formation qui pourraient attester de la présence d'eau en plus grande quantité qu'il n'y en a aujourd'hui dans le passé plus lointain. Et donc, on s'intéresse beaucoup à ces ensembles qui pourraient être crustaux. Et aujourd'hui, on a des spectromètres qui permettent, depuis l'orbite, en quelque sorte, faire le diagnostic scientifique de savoir si ce sont des basaltes ou si ce sont des granites à distance. Et c'est ça une des raisons, un des grands objectifs scientifiques de la mission Envision. Alors, par ailleurs, la sonde on a encore de très peu d'informations sur le champ de gravité de Vénus, qui est très mal connu et très mal contraint, pour un très grand nombre de raisons qui sont toutes défavorables à Vénus. D'abord, elle est en rotation très lente, c'est-à-dire que la rotation de Vénus elle-même, comme vous le savez, c'est 243 jours sur elle-même, 243 jours terrestres. Donc, il n'y a pas de déformation due à cette rotation rapide qu'à une planète comme la Terre, par exemple. Par ailleurs, elle n'a pas de satellite, donc il y a très peu de contraintes gravitationnelles du fait de la présence d'un satellite, qui sont extrêmement importantes quand c'est le cas. Donc, et aucune des missions spatiales ont eu des survols permanents à basse altitude, et c'est aussi l'objectif de Envision, c'est de circuler sur une orbite basse, polaire, à peu près à 200 à 300 km d'altitude, ce qui correspond à peu près à la Station spatiale internationale sur la Terre, et donc d'avoir non seulement une cartographie radar et infrarouge meilleure à travers l'atmosphère, mais également une surveillance des inhomogénéités, des irrégularités du champ de pesanteur, du champ de gravité, pour contraindre la physique de l'intérieur de la planète, et en particulier au passage au-dessus des montagnes. Si au passage au-dessus des montagnes, il y a une très forte irrégularité du champ de gravité, ça veut dire que la montagne est compensée par comme sur Terre, par ce qu'on appelle la compensation isostatique, par une discontinuité en dessous qui va en quelque sorte permettre à la montagne de flotter si le manteau est suffisamment visqueux, ou au contraire, en l'absence d'irrégularité du champ de pesanteur, ça nous donnera à l'inverse l'impression que le manteau est extrêmement rigide. Et donc, ça va contraindre les modèles d'évolution de l'intérieur de Vénus et sa capacité à exercer sur la surface une tension du fait de la convection du manteau ou d'une tectonique des plaques. Et on se demande comment est-ce que c'est possible qu'une planète soit aussi inactive géologiquement alors qu'elle a normalement un flux de chaleur
en provenance du centre, du noyau, qui est porté à aussi haute température que le noyau terrestre dans tous les modèles, et qu'il faut bien libérer cette chaleur d'une manière ou d'une autre, soit par conduction, soit par convection. Alors, une mission à grand succès a eu lieu dans les années précédentes, mais plutôt pour l'étude de l'atmosphère de Vénus, c'était d'ailleurs son objectif, c'est la mission européenne Vénus Express, où d'ailleurs l'Observatoire de Paris était très impliqué, puisqu'il a fourni en PI l'un des instruments qui s'appelle Virtis. Et cet instrument Virtis, ainsi que d'autres instruments de la mission Vénus Express, ont mesuré, comme on peut le mesurer depuis la Terre, des fortes variations de la quantité de certains constituants de l'atmosphère, comme le dioxyde de soufre, qui peuvent être, dans certains cas, attribués à des possibles... Les sources de ces variations pourraient être attribuées au volcanisme actif. Et donc, il y aurait, en quelque sorte, à travers la lecture les signatures des éléments traces dans l'atmosphère, des informations importantes sur l'existence ou non d'une activité contemporaine, pas seulement historique. Et c'est important, d'autant qu'on n'a pas complètement résolu cette question, d'autant également que les mesures d'émissivité thermique, l'instrument Virtis n'était pas conçu pour cela, donc il n'y avait pas beaucoup de raisons de cartographier cela, mais maintenant on sait qu'on a la possibilité de le faire, donc de faire cette signature des roches et de la lave séchée aux alentours des cônes volcaniques. Si on peut avoir cette lecture de leur caractère plus ou moins récent, eh bien, on a donc un diagnostic contemporain sur l'activité volcanique en relation avec les variations des gaz d'origine volcanique dans l'atmosphère. Donc, le projet scientifique d'Envision est essentiellement axé sur cette thématique de l'habitabilité de Vénus, non pas dans le temps présent, ce qui était un petit peu l'objet de la mission Vénus Express, c'était d'explorer Vénus telle qu'elle est aujourd'hui, mais plutôt dans toute son histoire. Donc, on essaye de trouver les indicateurs et les diagnostics qui nous permettraient de savoir si Vénus, même si elle n'est plus habitable aujourd'hui, a pu l'être dans le passé. Et pour cela, il faut comprendre quel est le rôle de la tectonique des plaques dans l'habitabilité d'une planète de type terrestre. Vous voyez en bas à gauche ici, je pense que ma souris, vous devez la voir. Philippe, tu vas me confirmer qu'on voit la souris qui bouge? Peut-être pas. Donc, on a ici l'évolution du temps entre la formation de Vénus et le présent, à 4,5 milliards d'années aujourd'hui. Il est possible que lors des phases plus fluides du manteau, il y ait eu une tectonique et donc une meilleure capacité de l'intérieur de Vénus de, en quelque sorte, sédimenter, reprocesser une partie de l'atmosphère terrestre, vénusienne, pardon, qui est donc du CO2. Par ailleurs, on sait que dans la plupart des modèles de formation et d'évolution du système solaire, le Soleil était peut-être plus faible dans le passé, en tout cas dans le premier milliard d'années, les premiers 500 millions d'années de la vie du système solaire qu'aujourd'hui, même de quelques pourcents, ça pourrait également avoir un rôle important dans le diagnostic de l'effet de serre. Alors, vous voyez ici, dans la vignette qui est en haut à gauche, ici, on n'a pas du tout de contrainte, puisque la surface de Vénus semble être récente, sans aucune trace de géologie ancienne, en tout cas à ce jour, on n'en a pas identifié. Est-ce que l'émission de CO2 qui est catastrophique, qui aboutit à l'effet de serre catastrophique actuel, a été immédiate dans le passé et que donc en quelque sorte il n'y a jamais eu de phase permettant l'eau à l'état liquide à la surface de Vénus, ou au contraire a-t-elle été plus graduelle, plus progressive, avec une évolution également conditionnée par la présence ou non d'une tectonique interne, qui peut avoir un rôle important dans en quelque sorte le cycle des gaz atmosphériques, avec le volcanisme de subduction en particulier, et donc permettant, dans certains modèles, d'avoir la présence d'eau liquide dans des conditions qui restent encore effectivement à contraindre, comme l'illustre cette image en fond d'écran ici, sur une période suffisamment longue pour permettre peut-être des conditions d'apparition de la vie, en tout cas dans le premier milliard d'années de Vénus. Ou alors, le CO2 a-t-il été libéré beaucoup plus rapidement et donc empêché la condensation de l'eau liquide à la surface? Alors, certains modèles utilisent justement le ralentissement de Vénus, qui aujourd'hui ne tourne plus sur elle-même,
pour essayer de contraindre la présence d'un effet de marée dû à un océan sur la marée solaire qui aurait pu également faire partie des contraintes gravitationnelles sur l'existence ou non d'un océan primitif. Mais je peux difficilement revenir sur l'ensemble de ces diagnostics aujourd'hui. Donc, on ne peut pas regarder la totalité de la surface de Vénus avec des radars à haute résolution parce que c'est impossible du point de vue du flux de données. C'est d'ailleurs pas utile, puisque on a quand même, avec Magellan, une connaissance suffisante de la géographie de Vénus d'aujourd'hui pour savoir qu'il y a des régions qui sont des plaines qui semblent sans géologie particulière, des plaines basaltiques sur des milliers de kilomètres, mais également des régions peut-être un petit peu plus intéressantes où il semble y avoir des traces géologiques de tectonique ou de déformation de la surface qui pourraient témoigner de phénomènes, là, pour le coup, avec des diagnostics beaucoup plus intéressants sur la géologie planétaire. C'est un peu comme sur Terre. Vénus est aussi grande que la Terre, donc on comprend bien que pour étudier les plissements de la croûte terrestre ou le volcanisme de subduction, on n'a pas besoin d'observer la totalité de la Terre. Pour cela, il suffit de regarder au bon endroit. Donc, c'est un petit peu l'idée. Donc, avec les connaissances que l'on a de la surface de Vénus actuelle, même à résolution moyenne, on a quand même une certaine lecture. Il y a beaucoup, évidemment, depuis 40 ans, puisqu'il n'y a pas eu d'autres missions que Magellan il y a 35 ans, on a quand même une lecture approximative de ce qui pourraient être les régions plus intéressantes à observer avec plus de détails. Alors, vous voyez ici en bleu, dans les régions équatoriales, ce sont des zones plus fracturées, donc plus où l'on supporte, qui supportent l'idée de phénomènes de fracture de la croûte, soit de subduction, soit de rift, soit d'autres phénomènes qui ne sont pas connus. Il y a notamment ce qu'on appelle les coronets sur Vénus, qui sont des sortes d'immenses cheminées volcaniques qui semblent être directement en communication avec le manteau inférieur, disons, ce qu'on appelle le volcanisme de point chaud, mais dont on connaît mal le fonctionnement, et là encore, parce qu'on n'a pas de cartographie à bonne résolution pour ne serait-ce que comprendre la géologie de base de ces édifices. Et on a également des systèmes qu'on appelle les plateaux crustaux ici sur cette image, c'est-à-dire entourés avec un trait bleu-violet, Alpha, Ovda, Tethys, Tellus, Ishtar, Terra, qui sont des régions qu'on soupçonne, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être plutôt granitiques, c'est-à-dire en quelque sorte flotter sur un fond plus basaltique et qui pourraient être en quelque sorte des continents anciens, fracturés et de composition minéralogique différente, avec des roches qui pourraient là aussi témoigner d'un passé plus aqueux, en quelque sorte, de la surface, c'est-à-dire avec plus d'éléments de type vapeur d'eau ou d'éléments dits volatiles, c'est-à-dire ce qui constitue des témoignages d'un passé plus humide, en quelque sorte, de la planète. Vous voyez également des grands ensembles de fractures qui sont mal connus, qui pourraient témoigner d'impacts majeurs primitifs, comme ces traits rouges que vous voyez ici, qui sont des fissures, mais qui ne sont pas complètement compris et qui pourraient n'être pas liés à des phénomènes d'impact, mais uniquement à des phénomènes volcaniques. On ne le sait pas. Et alors, l'un des traits les plus intéressants, c'est le trait vert que vous voyez ici, qui s'appelle le bassin Artémis. Artémis est un bassin dont on soupçonne qu'il pourrait être, alors la slide n'est pas au bon endroit, je suis désolé, voilà, dont on soupçonne qu'il pourrait être une zone de subduction ratée en quelque sorte. Sur la Terre, vous connaissez un petit peu la géologie terrestre, vous avez ces zones comme les îles aléoutiennes, comme l'arc insulaire ou la côte, l'arc insulaire de l'Indonésie en particulier, qui sont des zones de subduction, qui sont également des zones volcaniques et de tremblements de terre, des zones sismiques terribles de la ceinture de feu. Et c'est comme ici, vous avez en Géorgie du Sud un arc, et il se trouve que sur le plan du profil géologique de ces arcs, il y a des diagnostics très, très connus des géophysiciens sur la forme du profil. Voilà. Et on voudrait reconstituer cette forme du profil pour savoir si on est bien en présence d'une zone de subduction, parce qu'il y en a quand même des éléments qui semblent ressembler, d'autant plus que là, les deux images sont à l'échelle. On a à peu près la même dimension de quelques centaines de kilomètres, avec à la fois une zone d'accrétion, une zone de compression, une zone de subduction qui sont
qui pourraient être des éléments de mécanisme de renouvellement de la surface de Vénus, mais pas forcément un renouvellement très actif, ou plutôt une amorce de subduction qui n'aurait peut-être pas abouti du fait de la rigidité du manteau. Ce sont des phénomènes qu'on essaie de comprendre parce qu'ils contraindront à leur tour un certain nombre des questions scientifiques que je vous ai exposées tout à l'heure. Alors, je reviens un petit peu en arrière pour vous montrer cette image. Cette image est intéressante parce qu'elle montre l'effet de l'accroissement de la résolution de l'imagerie planétaire sur le questionnement que l'on se fait sur l'exploration d'une planète. La Terre et Mars ont chacune, évidemment, des programmes d'exploration dédiés, mais notre compréhension de Vénus et son histoire géologique à très long terme sont, de ce point de vue, très en retard. On est à peu près, pour l'imagerie du sol de Vénus, dans la situation où nous étions pour Mars à l'époque des orbiteurs vikings, c'est-à-dire au milieu des années 70. En 1975, vous avez ici une image de la caméra de l'orbiteur viking à gauche, d'un cratère martien à 150 mètres par pixel, donc on est à peu près à la résolution radar de Magellan. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on pensait que la planète Mars était inactive, voire morte et sans intérêt. Il y avait très très peu de projets d'exploration martienne, surtout qu'il y avait, vous vous rappelez sans doute peut-être, sur les centres de descente vikings, il y avait une expérience de biologie qui n'avait pas fonctionné et qui avait montré qu'il n'y avait pas de vie sur Mars. Et donc, voilà. Et Mars, pendant quelques années, a été perçu comme une planète morte. Au début des années 80, il y avait très très peu de projets martiens, puis ça s'est relancé avec l'accroissement des moyens d'observation, où on a commencé à voir des phénomènes variables, en particulier, comme vous le voyez, sur ces autres images, à 20 mètres par pixel, à voire 1 mètre par pixel. On n'a pas encore le projet d'avoir cette résolution spatiale en radar, mais c'est quelque chose qui montre que dès qu'on change de résolution, toute une science nouvelle apparaît, avec des améliorations successives des ordres de grandeur, au fur et à mesure que les imageurs ont progressé. Alors, on a eu des résolutions avec Mars Global Surveyor, avec Mars Express, et la plus détaillée, c'est sur Mars Reconnaissance Orbiter, la caméra HiRISE qui est à droite ici, où on voit quasiment des dunes, des phénomènes d'écoulement géologique, de ravinement récents, voire courants, voire pris dans l'acte, on va dire. Et c'est quelque chose qui peut-être existe sur Vénus sans qu'on en soit conscient. Alors, le projet Envision, je vois qu'il est déjà à 32, donc je vais essayer de conclure dans les 10-12 minutes qui restent là sur le projet lui-même et vous montrer un petit peu quels sont les instruments et comment l'observatoire est impliqué. Donc, la mission a été proposée il y a 4 ans déjà, avec un trio de têtes qui sont mes collègues Richard Gale, Colin Wilson du Royaume-Uni et moi-même. Et elle comporte un ensemble d'instruments qui sont fournis par toute l'Europe, mais les États-Unis ont également décidé de se joindre à cette proposition et la NASA, c'est la NASA en fait qui va fournir, si la mission est acceptée, le radar de la mission, c'est-à-dire l'instrument principal. Donc c'est désormais une collaboration ESA-NASA qui est donc toujours en compétition dans le cadre du programme M5 de l'Agence spatiale européenne et une sélection qui devrait être annoncée si évidemment nous réussissons cette sélection en avril-mai prochain, commencer à être annoncée, disons, pour être définitivement votée par le comité des programmes scientifiques des différents États membres de l'Agence spatiale européenne en juin 2021, ce qui est notre échéance. Tu veux manger? C'est rien, c'était quelqu'un qui a laissé son micro Voilà, inopinément. ça n'a aucune importance. Alors, donc les buts de la mission sont holistiques, comme disent nos collègues, c'est-à-dire on veut, à travers cette mission, vraiment traiter de l'ensemble de ce couplage entre l'intérieur, la surface, l'atmosphère, la troposphère, c'est-à-dire l'atmosphère immédiatement proche de la surface, et la haute atmosphère, qui montre également des signes de forte variabilité, toujours dans l'idée de contraindre les différents diagnostics de ce couplage entre l'atmosphère, la surface, l'intérieur, à la fois dans l'instant, mais également dans l'histoire de la planète telle qu'elle s'est constituée. Alors donc, on a essentiellement des spectromètres infrarouges, visibles, ultraviolets pour l'étude de l'atmosphère et de la surface, et des radars
pour l'étude de la surface et de la sous-surface, mais également le champ de pesanteur, ce qui est en vert ici, qui est donc en quelque sorte, ce n'est pas vraiment un instrument, mais c'est plutôt toute la suite scientifique qui est associée à la mesure de la position exacte de la sonde, qui implique quand même l'exploitation des données de navigation de la sonde et du Doppler de la sonde et de sa position autour de la planète. Donc c'est une maîtrise d'œuvre française également pour cette partie de la mission, comme je vais vous en parler quelques secondes. Donc voici la distribution des contributions instrumentales à cette mission. Donc l'instrument VenSpec-U, qui est à responsabilité française, au LATMOS, mais dans lequel l'Observatoire et le LESIA en particulier s'impliquent pour l'étude de cet instrument, qui va être un instrument UV pour la haute atmosphère et essentiellement les gaz soufrés qui pourraient être d'origine volcanique. Un instrument belge qui s'appelle VenSpec-H, qui est plutôt pour la mesure des gaz de la troposphère en utilisant ce qu'on appelle les fenêtres infrarouges du côté nuit, mais surtout également pour, là encore, cartographier sur 4 années sur toute la surface à très haute résolution spatiale, à proximité notamment des édifices volcaniques, voir s'il y a un lien avec les phénomènes volcaniques de la planète. Un instrument VenSpec-M, qui est un instrument de minéralogie des surfaces rocheuses, comme je vous le disais à plusieurs reprises, qui va permettre, en lien avec la cartographie radar, d'identifier les régions qui pourraient être des roches plus anciennes ou de type granitique par rapport au basalte d'origine volcanique. Et enfin, le radar américain, sur lequel je ne vais pas avoir beaucoup le temps de revenir aujourd'hui, et un radar également italien, qui est un second radar, appelé un radar de subsurface, qui permet de sonder, c'est un pulse radar avec une certaine fréquence, qui permet de sonder l'épaisseur des premières couches de strates géologiques données. J'y reviendrai dans un instant avec un slide. Et enfin, la mission Radio Science, c'est-à-dire tout ce qui va concerner l'exploitation de la position et de la déviation de cette position de la sonde dans l'environnement à basse altitude, qui va permettre donc de contraindre sur les 4 années de la mission nominale le champ de pesanteur de Vénus avec une résolution jamais égalée à ce jour. Donc, évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail, mais j'ai mis ce panneau pour que les slides, puisqu'elles elles resteront en ligne, que vous puissiez avoir un certain nombre d'informations sur les instruments qui sont proposés, les équipes PI, avec ici le nom du PI pour chacun des instruments. Et vous avez ici une des premières maquettes de la FASA, c'est-à-dire que l'instrumentation et le satellite lui-même et la mission et ce qu'on appelle le scénario de mission sont étudiés par 2 industriels concurrents pendant la FASA, dans une FASA de l'Agence spatiale européenne. Les 2 industries sont Airbus Aerospace et Defense Space, pardon, ADS, et Thales Aerospace, TAS. Et ces 2 industriels fournissent chacun leur projet pour le satellite, et c'est l'Agence spatiale européenne qui, en quelque sorte, évalue les deux projets en concurrence. Donc, sans rentrer là non plus dans le détail, mais j'ai voulu qu'il y ait un certain nombre d'informations que vous pourrez consulter en regardant les slides, pour ceux que ça intéresse. Donc, l'instrument infrarouge est avec un très fort héritage de l'instrument Virtis du LESIA sur Vénus Express, avec donc cette idée de regarder du côté nuit l'infrarouge proche vers 1 micron, qui est une très très bonne lecture de la signature de la minéralogie des roches qui constituent l'ensemble de la surface de Vénus. L'instrument VenSpec-H qui va regarder certaines fenêtres infrarouges qui sont reproduites ici. Et là, voici la maquette du travail, disons, du développement de l'instrument VenSpec-H à l'Institut royal d'aéronomie à côté de Bruxelles, à Uccle, que vous connaissez certains d'entre vous. Et enfin, l'instrument VenSpec-U, dont le PI est Emmanuel Marc, au LATMOS, et qui est un instrument qui va surtout surveiller le cycle du soufre au-dessus des nuages, et en particulier de savoir si cette variabilité du dioxyde de soufre et d'autres espèces soufrées est une manière de contraindre l'activité de la surface, et en particulier la présence de gaz d'origine volcanique. L'instrument subsurface dont je vous parlais il y a quelques instants, l'instrument italien, donc, est un radar qui envoie des impulsions, et ces impulsions permettent de mesurer
donc un écho radar sous la surface. Alors, ça dépend évidemment de la nature de la roche, ça dépend de la profondeur, ça dépend d'un certain nombre de conditions que je ne vais pas résumer ici, mais c'est surtout un moyen de cartographier les cratères enterrés sous la lave. Donc déjà, on va avoir une lecture des premiers 100 mètres à 1, voire 1000 mètres sous la surface de Vénus, mais également de mesurer, de savoir s'il y a des matériaux qui ont rempli les cratères existants, et aussi mesurer l'épaisseur des coulées de lave, et donc de mesurer l'activité volcanique en quelque sorte sur la durée et le sens de ces éruptions, la vitesse et la quantité de lave émise par les volcans, qui donnent également beaucoup de contraintes sur la géophysique interne de la planète. Alors, il y a un héritage très fort également de cet instrument avec d'autres missions martiennes, et sur JUICE, il y a plusieurs instruments donc c'est un instrument qui devient presque habituel sur les missions orbiteurs pour mesurer la surface et la sous-surface de la planète. Et enfin, comme je vous le disais, le champ de gravité qui est l'objet d'une activité pleine au niveau d'un instrument scientifique, donc de la mission Envision, pour mesurer les phénomènes d'isostasie des grands ensembles crustaux, l'évolution thermique et tectonique de la planète interne, et également des sondages radio de l'atmosphère, sur lequel je ne reviendrai pas. Et la responsable scientifique est Caroline Dumoulin au LPG à Nantes. Thomas, je me Oui, permets de t'interrompre, puisqu'il y a une question dans le chat, à laquelle tu pouvais t'attendre, j'imagine. oui, parce que Régis demande: quid de la phosphine? Envision pourra-t-il nous éclairer? alors, si tu veux bien, Régis, je vais attendre la fin après la conclusion. Là, je suis en train de conclure. J'arrive à mettre 2 slides de conclusion et j'y répondrai avec plaisir. On en avait parlé. Je m'attendais à ce que la question soit posée. Donc, en conclusion, Vénus est une planète importante. Elle est, je dirais, cruciale pour comprendre, y compris le destin de notre propre planète. Et Envision étudiera Vénus depuis son noyau jusqu'à son atmosphère à une échelle de résolution sans précédent dans l'exploration spatiale, en caractérisant la structure du noyau, du manteau, les signes de processus géologiques passés et des preuves de l'existence passée des océans. Elle aidera à comprendre pourquoi la planète a évolué aussi différemment, ouvrant une nouvelle ère dans l'exploration de notre voisine la plus proche, et en comparant l'évolution de la surface de l'atmosphère de la Terre et de Vénus, permet de comprendre quels sont les processus internes qui conduisent à l'habitabilité d'une planète de type terrestre, y compris la nôtre. Et c'est d'autant plus important que Vénus a toutes les caractéristiques d'une planète de type terrestre. Elle en a la masse, elle en a le champ de gravité, elle en a la distance au Soleil, puisqu'on est à 0,72 UA. Et donc, ne pas comprendre qu'est-ce qui a fait que les deux planètes ont évolué aussi différemment est un handicap, disons, aujourd'hui, dans la mesure où aujourd'hui, c'est une époque où on s'attend à la découverte de centaines, voire de milliers d'exoplanètes de taille terrestre à proximité de leur zone habitable. Voilà, donc voilà l'équipe rassemblée il y a quelques mois, c'était avant le Covid, dans la grande galerie, lors d'un Science Study Team qui était, je crois, qui s'est tenu en février dernier. Voilà, je vous remercie beaucoup et donc on va répondre à vos questions et il y a déjà une première question. Merci Thomas. Donc effectivement, Régis ouvre le bal avec la question sur la phosphine. La phosphine est une molécule constituée d'hydrogène et de phosphore, PH3, qui est un peu comme l'ammoniac, NH3, mais avec un P à la place du N. Et on ne s'attend pas du tout à avoir cette molécule dans une atmosphère oxydante comme l'est l'atmosphère de Vénus, qui est essentiellement constituée de CO2. Et donc, la présence de cette molécule n'apparaît absolument pas dans les modèles chimiques et photochimiques actuels de l'atmosphère de Vénus. Et donc, la détecter indiquerait qu'on ne connaît pas bien l'intégralité de ces cycles chimiques dans l'atmosphère. Alors, il y a 2 questions qui se sont posées, c'est de savoir si cette détection avait bien été avérée. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore sujet à discussion, comme
je pense, Régis, tu le sais certainement. Donc, l'arrêt de la phosphine a été découverte ou identifiée, selon les auteurs de l'étude, dans 2 observations différentes en radioastronomie millimétrique au James Clerk Maxwell Telescope, le JCMT, et à ALMA. Et ces 2 observations montrent une raie qui sort à peine du bruit, et cette raie a été attribuée à la phosphine par les auteurs, sachant que c'est toujours un petit peu spéculatif quand on n'a qu'une seule raie d'un gaz qui est en plus qui sort peu du rapport signation-bruit. Et donc, d'autres études ont été mises en route pour voir si c'était bien le cas. Et donc, il y a d'autres observations qui sont en cours, qui sont programmées. Et il y a également une relecture de données dans d'autres domaines de longueur d'onde où la molécule pourrait apparaître. Et en particulier, Thérèse Encrenaz, au LESIA, et notre équipe qui observons le SO2 depuis le sol, qui surveillons ces variations du SO2 vénusien depuis une décennie environ. Donc, Thérèse est la leader mondiale de cette étude. Nous avons pu constater que dans une région du spectre infrarouge que nous utilisons avec cet autre télescope, la phosphine n'apparaît pas à un niveau, en tout cas tel qu'il est annoncé dans l'autre étude. Ce sont de toute façon des niveaux extrêmement résiduels. On parle de ppb, c'est-à-dire de 1 milliardième de rapport de mélange. Et donc, on a une limite supérieure qui est très inférieure à l'annonce de la détection qui a été faite, mais ce n'est pas pour autant que ça invalide le résultat, puisque c'est une étude qui démarre, et il est tout à fait intéressant de voir que ça suscite un intérêt sur l'étude de cette planète. Donc, je pense que c'est tout ce que je peux répondre, Régis, à ta question. Alors, il y a un débat sur le chat qui est vivant, puisque apparemment, il y aurait de la glycine qui aurait été détectée. Jean Schneider a envoyé un commentaire sur la phosphine et la possibilité de réconcilier les 2 résultats contradictoires. Donc, je vous laisse lire le chat. Je ne sais pas, Thomas, si tu as un commentaire à faire là-dessus. Sinon, enfin, vas-y, je t'en prie. Sinon, non, si tu as une question, levez la main. Tu modères très très bien la discussion. Je suis un petit peu embarrassé parce que ce n'est pas tout à fait le sujet de mon séminaire, mais je suis tout à fait conscient que Vénus a des fenêtres relativement rares encore, j'espère que ça va changer, mais dans la médiation interne de l'Observatoire. Et je peux vous assurer que c'est un sujet intéressant pour nous, parce que ça pose des questions de stratégie scientifique aussi pour Envision. Donc on est obligé d'écouter cela, puisqu'il est tout à fait vraisemblable que les comités de revue, s'il y a un tel engouement pour cette question de la phosphine, il est absolument vraisemblable que les comités de revue de la mission Envision nous poseront également la question en direct pendant les auditions de l'équipe scientifique. Donc, c'est une problématique scientifique. Je lis en particulier Jean et Sylvie. Alors, pour Jean Schneider, les 2 résultats contradictoires que je viens de citer, donc Greaves et al. Et Encrenaz et al., je précise d'ailleurs que l'équipe galloise et MIT, dirigée par Jane Greaves, est co-auteur de notre étude avec Thérèse Encrenaz. Donc, c'est important de montrer qu'il y a une véritable sociabilité scientifique autour de cette question. Il n'y a pas de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. On essaye solidairement d'essayer de voir s'il n'y a pas un fil à tirer dans cette direction. Et je pense que c'est une bonne illustration de ce que doit être la méthode scientifique, c'est-à-dire autour d'une controverse, d'unir nos efforts sans a priori. Voilà. Alors, il y a eu un précédent qui est le méthane martien, pour que certains d'entre vous connaissent. Donc, depuis une petite décennie, on annonce également de manière relativement récurrente qu'il y a des émissions de méthane à la surface de Mars. Et le méthane, pour la même raison que la phosphine, n'a pas de raison d'être à l'équilibre avec les espèces chimiques de l'atmosphère de Mars, et donc n'a pas de raison d'être là, ou alors il faut trouver une source qui est peut-être la vie, qui pourrait être aussi autre chose. Alors, c'est une controverse qu'on connaît sur Mars. Et quand d'autres instruments ne la détectent pas, on parle d'un phénomène épisodique. Voilà, c'est ce que Jean explique. Donc, Jean Schneider écrit « Les 2 résultats contradictoires qui concernent 2 époques différentes, 2017 pour Greaves et al. Et 2015 pour nos données avec Thérèse Encrenaz, peuvent s'expliquer par l'intermittence du volcanisme proposé par Truong et Lunine,
Absolument. C'est tout à fait d'ailleurs le même type d'argumentaire qu'on développe pour le méthane martien, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir également un phénomène d'intermittence. Cependant, à ce jour, on n'a pas d'explication de savoir si la phosphine pourrait être émise dans un volcanisme vénusien, mais comme on n'a pas d'explication inverse non plus, rien n'invalide cette possibilité, et comme le dit Jean, l'UNIN a confirmé que c'était une hypothèse possible. Alors, je ne parle pas de la glycine pour le moment. En ce qui concerne la remarque de Sylvie, les spécialistes des observations en radiomillimétrique de l'atmosphère de Vénus Olesia ne croient pas du tout, c'est effectivement la meilleure manière de l'écrire, à la détection de la phosphine avec JCMT et ALMA. Effectivement, on est assez sceptique, et je m'associe à leur scepticisme, sur le fait que cette raie sort à peine du bruit, que c'est une raie qui pourrait être du bruit, qui est effectivement observée au même endroit par 2 radiotélescopes différents, mais là aussi j'allais dire dans un signal qui sort à peine du bruit. Donc, c'est de toute évidence une détection insuffisante, et donc il faut observer à nouveau cette raie dans un autre domaine pour la confirmer. Vous savez, c'est un petit peu comme les satellites d'une planète, on attend de le revoir une deuxième fois pour annoncer sa découverte. William, je crois que tu es connecté, tu connais bien cette manière de faire pour l'astrométrie, ben c'est un petit peu la même chose pour les gaz atmosphériques. Donc, tant qu'on n'a pas observé une deuxième, y a-t-il une implication pour démentir la Non. Réponse non, Jean. Mais c'est encore une fois, la présence de phosphine pourrait être due à des mécanismes naturels, chimiques, non connus, et pas forcément à la vie. Et l'article original de James Greaves est assez, je pense, rigoureux dans le sens en disant que la vie pourrait être envisagée en dernier recours si aucune autre explication chimique ou géologique voyait le jour. Voilà. Après, les chercheurs ont eu sans doute un petit peu l'ambition de donner le plus d'impact à leur observation. Voilà. C'est ce qui a probablement causé l'essentiel de cette succession d'annonces qui en découle. Voilà. Mais je pense qu'il faut rester attentif à l'intérêt pour l'atmosphère de Vénus en général, non seulement pour des questions de la présence ou non de vie ou de vie bactérienne dans les nuages ou de vie souterraine à la surface de Mars ou autre, mais par contre, ça c'est, j'allais dire, presque épisodique ou anecdotique. En revanche, sur les conditions d'habitabilité, oui, c'est-à-dire les conditions d'apparition de la vie, les conditions permettant, ne serait-ce que l'équilibre avec la géologie planétaire, les flux thermiques en provenance de notre Soleil et la chimie des constituants traces d'une atmosphère, tout ce qui peut développer finalement ce qui nous permet de bien diagnostiquer ces conditions d'apparition de la vie, pas forcément la présence de vie, mais les conditions d'apparition et de soutenabilité, disons, de la vie dans le système solaire sont importantes, sont des véritables thématiques scientifiques très fortes et qui sont des sujets précisément de ce qu'on nomme la planétologie comparée, c'est-à-dire dont toute la portée scientifique s'illustre parce qu'il y a des conditions d'apparition de la vie possibles dans les océans des satellites joviens, dans les différents systèmes planétaires que nous connaissons. Alors, pour dépasser le simple sujet de la phosphine, ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire que Vénus est la plus grande surface planétaire rocheuse du système solaire. Il n'y en a pas d'autres aussi grandes. Même sur Terre, un tiers de la Terre est des continents, le reste, ce sont des océans. Et toutes les autres surfaces planétaires sont plus petites. Donc Vénus est à elle toute seule plus vaste que toutes les surfaces rocheuses connues du système solaire, de Mercure à Pluton. Et elle est très mal connue. Donc je pense qu'il y a une dimension exploratoire qui s'impose là pour cette mission, indépendamment de tout ce qu'il nous reste à trouver. Et il y a certainement, de même que sur Mars, on a des mécanismes géologiques nouveaux qu'on n'attendait pas. De même, on s'attend à ce que sur Vénus, il y ait toute une géologie planétaire neuve qui est totalement méconnue
est peut-être active aujourd'hui. Et donc, c'est extrêmement enthousiasmant pour nous de découvrir de nouvelles pans de la science de la géologie, de la science de la gravité, de la tectonique d'une planète. Il semble qu'il y ait une tectonique épisodique, par exemple, sur Vénus, qu'il y ait des épisodes de volcanisme massif, puis plus rien, et puis peut-être des amorces de tectonique. On n'a aucun exemple dans le système solaire d'une planète qui aurait, comme ceci, des amorces de tectonique des plaques en certaines régions et pas dans d'autres. Donc on essaie je pense que la science elle-même a suffisamment d'intérêt, au-delà de toute la question de la vie, la découverte de possibles traces de vie passées ou présentes. Les conditions de formation et d'évolution de planètes de type terrestre vaut à elles seules, je dirais, tout le mérite scientifique d'une telle exploration de Vénus. Merci Thomas. Le chat continue à abriter les débats. Je vous rappelle que si vous avez des choses à dire, levez la main et prenez la parole indirectement. Ce sera vivant aussi, il n'y a pas de problème. Oui, soyez. Moi, j'avais une question à poser. Alors, je suis désolé, ça va être aussi un peu marginal par rapport à ce que tu as raconté sur Envision. Mais il y a une autre controverse qui date d'assez longtemps sur Vénus, c'est la présence d'éclairs d'orage. Et en gros, la moitié des observations disent qu'il y en a, l'autre moitié disent qu'il n'y en a pas. Et est-ce que, d'abord, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, est-ce que Envision va faire des mesures qui peuvent éclairer là-dessus? Alors, je réponds tout de suite à la deuxième question. Merci Philippe. On en avait d'ailleurs parlé à table hier. Oui. Donc, la mission Envision n'a pas d'instrument plasma ni de mesure de phénomènes de type éclair. Pour l'instant, il est possible qu'après la sélection, on ait la masse utile pour éventuellement avoir de nouvelles investigations possibles, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a pas eu dans toutes les controverses depuis une trentaine d'années d'observations convaincantes, donc ça reste un sujet débattu. Et l'instrument, j'allais dire, le plus à même de détecter cela dans les années récentes, c'est l'instrument de Yukihiro Takahashi sur la mission Akatsuki, qui est un orbiteur de Vénus qui a réussi à se mettre en orbite de manière extrêmement difficile autour de Vénus après un échec de la première mise en orbite. Et l'instrument, bien que dégradé, d'une caméra côté nuit qui s'appelle la Lightning and Airglow Camera, LAC, donc elle a été vraiment destinée à mesurer des éclairs, n'a pas mesuré d'événements dans toute la durée de la mission Akatsuki dans lequel l'instrument a pu fonctionner, sauf un événement qui fait l'objet d'un article de Ralph Lawrence et de ses collègues japonais, un événement qui reste, disons, spéculatif. Cependant, et donc ça c'est important pour nous parce que l'absence de phénomène électrique dans la couche nuageuse qui est extrêmement épaisse nous surprend parce qu'on s'attend à ce qu'il y en ait. Et c'est quelque chose qui est mal compris là encore et qui est très contraignant sur la nature des gouttelettes qui constituent les nuages aussi et sur la nature des mécanismes photochimiques associés à cette absence d'éclair. Et c'est quelque chose qui, en tout cas, n'est pas directement prévu dans notre charge utile scientifique. La mission étant essentiellement une mission de surface, même si les gaz atmosphériques en liaison avec la surface vont être cartographiés. Mais je pense que d'ici une dizaine d'années, les conditions d'exploration et de la mission pourraient évoluer dans le sens d'instruments hautes qui pourraient éventuellement s'ajouter sur cette question-là, s'ils sont de petite masse, mais je n'en sais rien. Pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'étude par les agences. Merci Thomas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez la main, prenez la parole si vous le désirez. Bon, je lis les commentaires du chat, la discussion entre Sylvie Cabri et Jean Schneider. C'est effectivement le cas, c'est-à-dire que tout ce que dit Sylvie est exact, c'est-à-dire qu'il y avait comment dire, clairement, mais encore une fois, je ne suis pas en situation de juger, je ne suis pas référé de l'article, mais je peux effectivement, ce qui est annoncé par les collègues
est effectivement ce qui s'est passé. Et ce que je voudrais, c'est surtout convaincre qu'il s'agit aussi parfois d'une manière d'avancer dans un sujet, c'est de suivre une controverse, ce qui permet également quelquefois de trouver à travers cette controverse d'autres conditions d'intérêt scientifique, disons, et améliorer et jeter l'attention sur l'importance, par exemple, de la complémentarité des observations sol et des observations spatiales est importante. Et comme le rappelle Sylvie, il s'agit de deux grands instruments européens et américains, de James Clerk Maxwell de Caltech et d'un ensemble d'universités américaines et l'ALMA. Donc, c'est quelque chose qui est important dans la mesure où ce sont des instrumentations dont on voit l'importance, y compris à l'époque spatiale, pour les planètes du système solaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah écoute, il ne nous reste plus qu'à te remercier, Thomas, pour la présentation et puis la discussion. Et merci à tous. Si vous voulez mettre vos micros pour applaudir Thomas, c'est tout à fait possible. Non. Oui, c'est possible. Et voilà, donc je donne rendez-vous le 12 novembre pour le webinaire suivant.